toute façon, je fais la même chose que l'année dernière. Si le cours avance assez rapidement, on peut rattraper la séance d'hier, finir vendredi. Sinon, on fera une séance de rattrapage samedi. Et ça, on le saura vendredi. Donc, je reprends avec le premier chapitre, un chapitre où on rappelle les notions élémentaires de la mécanique des milieux continus. Rapidement, nous avons défini le tenseur des déformations. Et le tenseur des déformations est une matrice symétrique de taille 3,3 qui est donnée en un point et dans un repère, on va dire le repère E1, E2, E3, qui est un repère orthonormé et direct. Et dans ce repère orthonormé et direct, le tenseur des déformations, comme je viens de le dire, est une matrice symétrique. Sur la diagonale, on a quoi? On a les déformations normales, epsilon 1, 1, 2, 2, 3, 3. Et les termes extradiagonaux représentent les déformations de cisaillement. Epsilon 1, 2, epsilon 1, 3 et epsilon 2, 3. Et c'est symétrique. Donc ça, c'est le tenseur des déformations. Et puis, nous avons défini les contraintes et nous avons introduit le tenseur des contraintes. Le tenseur des contraintes, comme le tenseur des déformations, est une matrice symétrique de taille 3,3 composée sur la diagonale des contraintes normales, sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3. Les termes extradiagonaux représentent les contraintes de cisaillement. Sigma, donc ici on va avoir sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3. Donc là c'est symétrique. Et pareil, c'est un tenseur donné en un point donné dans un repère défini de 1, de 2 et de 3. Tenseur des déformations, des contraintes. Donc maintenant, la suite, on va passer à la loi de comportement. La loi de comportement, c'est la relation qui relie les contraintes de déformation, qui relie les deux tenseurs. Ok? Pour trouver cette loi de comportement, on va partir d'un cas simple. Donc, vous voyez bien, déjà, notre objectif, c'est de relier les 6 contraintes aux 6 déformations. Et donc, plus généralement, le tenseur des contraintes au tenseur des déformations. Mais on va commencer par un cas simple. On va commencer par un cas simple en faisant un essai de traction sur une éprouvette métallique. En fait, on prend une éprouvette métallique, c'est ça l'éprouvette, de forme cylindrique, celle-ci, de longueur L0 et de section initiale. Donc notre éprouvette c'est une éprouvette de forme cylindrique de longueur initiale L0, de section initiale A0. On lui applique deux forces de traction, F et F, et puis l'essai de traction que vous avez vu sûrement dans plusieurs cours, hein, matériaux de construction, résistance des matériaux et probablement mécanique des lignes continues, consiste à faire varier la force et mesurer l'allongement. L'allongement, c'est la longueur finale moins la longueur initiale. Donc, en fait, on fait varier la force et on mesure delta L qui est égal à L moins L0. Bien évidemment, lorsqu'on tire sur l'éprouvette qui est considérée comme élastique et donc déformable, elle s'allonge et sa longueur après déformation, on la note L. Alors que la longueur initiale de l'éprouvette, c'est L0. Et delta L, c'est L moins L0, représente l'allongement. En général, on ne travaille pas avec, pour déduire la loi de comportement et les propriétés mécaniques des matériaux, mais en faisant un essai de traction, on ne travaille pas avec F et delta L, plutôt on travaille avec sigma et epsilon. Donc on divise la force par
la section initiale, on obtient la contrainte, et on débute delta L par la longueur initiale, on obtient epsilon, et on passe à la courbe sigma en fonction de epsilon. La courbe sigma en fonction de epsilon pour un métal, par exemple à l'acier doux, est, comme vous le voyez ici, composée de deux parties. Il y a la première partie qui est linéaire, puis une partie parabolique. Tout ça, c'est des rappels. Je vais aller vite. Donc la partie linéaire représente la zone de déformation élastique. La partie parabolique représente la zone de déformation plastique. Le comportement dans la zone élastique est réversible, c'est-à-dire, là, je commence à charger, je cherche, si j'arrête le chargement ici, je reviens au zéro. Je récupère la dimension initiale à zéro. Au-delà de ce point, c'est-à-dire je rentre dans la zone parabolique et dans le domaine plastique, le comportement est irréversible. Le comportement I est irréversible, c'est-à-dire si j'arrête le chargement ici, comment je reviens? Je ne suis pas la trajectoire initiale, mais je reviens de façon parallèle à la droite de déformation élastique. Je reviens comme ça. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate, si je dépasse cette limite, et cette limite en fait, c'est une limite importante à connaître, qu'on appelle la limite d'élasticité, utilisée pour faire le dimensionnement en des structures. Et cette limite d'élasticité, on la note en général RE. Donc si je dépasse la limite d'élasticité RE, on rentre dans le domaine plastique irréversible. Le comportement est plastique et j'ai une déformation permanente. C'est-à-dire, je ne récupère plus la forme initiale ou les dimensions initiales de la pièce. Je récupère une pièce déformée. Et la déformation permanente, c'est celle-ci. C'est une déformation plastique permanente que je note epsilon P. Maintenant, regardez, moi j'ai arrêté le chargement en ce point. Si je le projette orthogonalement à l'axe des abscisses, j'obtiens la déformation totale. Et la déformation totale, c'est ça. Ça, c'est epsilon élastique plus epsilon plastique. Donc ça, c'est la déformation totale qui est égale à epsilon plastique plus epsilon élastique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que epsilon élastique, elle est beaucoup plus petite que epsilon plastique. Epsilon élastique, en général, ça ne dépasse pas les 1 millième. C'est-à-dire, epsilon élastique représente le comportement élastique d'un matériau. Le comportement élastique, c'est comme le comportement d'un ressort. C'est invisible. La déformation élastique, elle est invisible à l'œil nu. On ne peut pas la voir, tellement elle est petite. Alors que la déformation plastique, si, on peut la mesurer, elle est visible. Donc c'est pour cela la déformation plastique est plus grande que la déformation élastique. Donc déjà, à partir de cette partie de la courbe de traction, on peut trouver expérimentalement un paramètre très important qui est la limite d'élasticité. Okay. Le paramètre le plus important, c'est le paramètre de référence qui caractérise le comportement mécanique d'un matériau, c'est le module Young. Le module Young, en fait, représente le pente de la droite de déformation élastique. Ça, c'est E. Et dans la partie élastique, celle-ci, dans la partie où la relation entre contrainte et déformation est linéaire, on a la loi de Hooke qui s'écrit sigma est égal à E fois epsilon. Est-ce que cette loi de Hooke est valable pour le domaine plastique? Non. Parce que pour le domaine plastique, on a un comportement plastique. Donc elle est valable que pour le domaine élastique. Autre chose, on peut définir la limite proportionnelle d'élasticité. En fait, la limite proportionnelle d'élasticité, c'est pour une déformation plastique de 0,2%. On trouve la contrainte. Comment on fait pour trouver cette limite conventionnelle d'élasticité qu'on appelle RE02? Très simple, on vient sur l'axe des déformations, c'est-à-dire l'axe horizontal, on se place au point d'abscisse 0,2%, parce qu'en général les déformations, on les représente en pourcent. Donc on met 0,2, on tire la parallèle à la droite de déformation élastique. L'intersection, donc ça c'est la parallèle à la droite de la déformation élastique. L'intersection avec la courbe, et forcément ça va être dans un point d'intersection situé dans la zone de déformation plastique. On le projette
sur l'axe des contraintes et ça nous donne RE02. C'est-à-dire une déformation, une limite d'élasticité plus grande que l'initiale. Parce que ça c'est RE et ça c'est RE02. RE02 est plus grande que RE. C'est que RE02, le chiffre 0,2 correspond à une déformation plastique de 0,2%. C'est qu'en général, on tolère une déformation plastique de 0,2%. Donc pour les dimensionnements des pièces, parfois on ne compare pas la contrainte maximale à la limite d'élasticité RE, mais on la compare à la limite proportionnelle d'élasticité RE02, où on dit forcément la matière n'est pas pure, il y a des imperfections dans la matière, et donc ce n'est pas grave si la structure se déforme plastiquement, tant que la déformation ne dépasse pas 0,2%. Donc là, si on récapitule, à partir de l'essai de traction, on peut déduire E, le module du Hawke, RE, la limite d'élasticité, RE02, la limite proportionnelle d'élasticité. Il y a la résistance à la traction. La résistance à la traction, un autre paramètre, c'est la contrainte maximale atteinte lors de l'essai de traction. On note RR. Et puis, ici, au point R, on a la rupture. Et la rupture, voilà, nous donne la limite à la rupture de l'éprouvette. Il y a un autre paramètre mécanique très important, qui est le coefficient de Poisson. Le coefficient de Poisson, vous voyez bien ici, lorsque je tire l'éprouvette dans la direction de l'application de la force s'allonge et la section rétrécit. Et donc, supposons que le diamètre initial, c'est D0. Que le diamètre après déformation, c'est D. On peut définir, à ce moment, deux déformations. Il y a une déformation dans le sens de l'application de la force, c'est-à-dire la direction longitudinale. Ça, c'est la direction longitudinale, L. Et donc, la déformation dans le sens de l'application de la force, c'est égal à quoi? Delta L sur L0, c'est d'accord? Oui. Et puis, il y a la direction transversale, celle-ci, perpendiculaire à la direction de l'application de la force. La déformation, la déformation dans le sens transversal, ça fait delta D sur D0. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le delta D est négatif, vous êtes d'accord? Oui. Parce que delta D, c'est le diamètre final moins le diamètre initial sur D0. Sauf que le diamètre final est inférieur au diamètre initial. Donc delta D est négatif. À partir de la déformation longitudinale et la déformation transversale, on peut déduire le coefficient de Poisson. Donc le coefficient de Poisson qu'on note nu, on met un signe moins pour se débarrasser du moins qui est dans epsilon transversal. C'est moins epsilon t sur epsilon n. C'est un paramètre très important puisque ce paramètre, si on connaît la déformation longitudinale, on peut déduire le rétrécissement de la section. En général, le coefficient de Poisson varie entre... Est-ce qu'il peut être négatif déjà? Non. Si, il peut être négatif. Non, c'est pas question de compression. C'est-à-dire un coefficient de Poisson négatif, lorsqu'on tire, le diamètre augmente. Lorsqu'on tire, ça s'allonge, la pièce s'allonge, et en même temps, la pièce gonfle. Ce n'est pas possible avec des matériaux durs, hein. Ça c'est impossible, c'est vrai. Ce n'est pas possible avec des matériaux durs, comme les métaux, comme le béton, c'est pas possible, c'est pas logique même. Mais par contre, il y a certaines mousses, des mousses synthétiques. Tout est possible avec la mousse. Le comportement est imprévisible. Donc on tire sur la mousse et la mousse elle gonfle. Déjà, vous voyez, il y a des mousses, vous bouchez des trous, vous mettez un petit peu et après ça gonfle. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Pareil, il y a des mousses synthétiques. Lorsqu'on tire, ça gonfle. Et donc, le coefficient de Poisson de ces mousses est négatif.
Donc, sans rentrer dans le détail, il y a des explications qui sont dans le poli que je vous ai donné, qui concerne d'autres détails qu'on a pour cette courbe de traction. Vous les avez. Je vais passer à d'autres choses. Je vais rapidement rappeler la différence entre comportement fragile et comportement ductile. Un comportement fragile, c'est un comportement dans lequel on n'a pas de zone de déformation plastique. Le comportement fragile, tandis qu'un matériau a un comportement fragile lorsque sa courbe de traction est linéaire et ne présente pas une deuxième partie parabolique qui représente la zone de déformation plastique. Là, la courbe A représente la courbe d'un comportement fragile. Exemple de matériaux ayant un comportement fragile. Le verre, les céramiques, n'importe quelle céramique. La fente aussi. C'est-à-dire, vous prenez un matériau à comportement fragile, vous le cassez en deux morceaux. Si on recolle les deux morceaux, on retrouve les dimensions initiales. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de déformation plastique. Prenez un morceau de céramique, la faïence par exemple. Un morceau de faïence, vous cassez, vous recollez les morceaux. Ça recolle bien, il n'y a aucune perte, parce que le comportement est fragile. Contrairement au comportement ductile, qui est le comportement de tous les métaux. Si on casse, avant de casser, avant d'atteindre la rupture, la pièce se déforme de façon plastique. C'est que lorsqu'on recolle les deux morceaux cassés, on ne retrouve pas les dimensions initiales. On retrouve des dimensions plus grandes, en tout cas dans la direction de l'application de la force. Puisque après la partie élastique, on a une partie plastique. Et donc là, on a un comportement ductile. Si je vous pose maintenant la question, si je prends du caoutchouc, c'est quoi le comportement d'un caoutchouc? Est-ce que c'est un comportement fragile ou un comportement ductile? C'est ça. Pour savoir le comportement d'un matériau, il faut faire un essai standard, comme l'essai de traction. Donc si on prend un morceau de caoutchouc, ou même un sac plastique, pour faire simple, on prend un sac plastique et on tire. Le sac, comment il va réagir en fonction de la force et l'augmentation de l'amplitude de la force qu'on lui applique. Si on suit force en fonction de l'allongement du sac, prenez un sac, vous tirez et vous regardez comment ça réagit. Et vous suivez force, vous tracez ça en fait, vous tracez force en fonction de l'allongement. Et je vous donne comment ça réagit. Si la force, tant que la force elle est très faible, le comportement il est élastique. Donc on a une toute petite déformation. Zone linéaire, toute petite, lorsque la force elle est faible. Lorsqu'on augmente la force, on passe au domaine plastique, mais aléatoire. C'est-à-dire, c'est pas vraiment une parabole. Oui. Donc on dit que le comportement il est non linéaire. Non linéaire, il n'est pas linéaire. Sauf le comportement il est linéaire lorsque la force elle est très faible. Vous tirez sur une matière plastique, lorsque la force elle est très faible, ça va se déformer de façon élastique plutôt. Juste force faible et comportement élastique linéaire. Lorsqu'on augmente la force, c'est un comportement non linéaire. Donc forcément, il y a le comportement non linéaire qui reflète le comportement de la classe de ces matières qu'on appelle les... Comment on les appelle? Les polymères. C'est quoi un matériau viscoélastique? Un matériau viscoélastique, c'est un mélange... Comme le béton? Non, un matériau viscoélastique, c'est un mélange en fait entre deux comportement visqueux et comportement élastique. Le comportement visqueux, c'est un comportement entre l'état liquide et l'état solide, entre les deux.
l'exemple le plus simple d'un matériau qui a un comportement visqueux, c'est le dentifrice. Qui est entre les deux. On ne sait pas si c'est un liquide ou si c'est un solide. Parce qu'un liquide, normalement, un liquide coule. Le dentifrice ne coule pas. Est-ce que c'est vraiment un solide? Non. Est-ce que c'est un liquide? Non. Ben, c'est entre les deux. Et sa viscosité, bon, je dis pas de... Je dis rien. Il peut porter plainte, il a des preuves. Nous avons vu donc les propriétés principales, E et nu. Normalement, pour un matériau qui est isotrope, qu'est-ce qu'on appelle matériau isotrope? Un matériau isotrope, c'est un matériau qui a le même comportement quelle que soit la direction. On tire dans la direction X, dans la direction Y, ou dans une autre direction, il va réagir de façon identique. Donc on dit qu'il est isotrope. Il faut bien retenir cette définition. Un matériau isotrope, c'est un matériau qui a le même comportement quelle que soit la direction. Un matériau qui est homogène est un matériau qui a le même comportement en tout point du matériau. Exemple de matériau qui n'est pas homogène, un composite. Je vous ai donné un exemple, la première séance d'un composite. Un composite, c'est plusieurs couches, et chaque couche, on peut avoir un matériau différent. Donc est-ce que c'est homogène? Non. Non, c'est pas un matériau homogène, puisque la première couche, ça peut être des fibres de carbone. Après, je vous ai dit en général, il y a le nid d'abeille. En fonction du poids, on va avoir un matériau, donc c'est hétérogène. Normalement, pour définir le comportement mécanique d'un matériau isotrope, il suffit de renseigner deux paramètres, module d'ion et coefficient de Poisson, ça suffit. E et nu suffisent pour définir le comportement mécanique d'un matériau. D'ailleurs, lorsque vous prenez un logiciel, n'importe quel logiciel de simulation numérique, pour définir un matériau, il suffit de renseigner son E et nu. Par exemple, pour l'acier, E 210 gigapascal, nu 0,3. Pour l'aluminium, 2700 gigapascal et 0,33 pour nu. Mais est-ce que E, le module Young E, qu'on obtient en faisant un essai de traction, peut caractériser un essai de cisaillement? Non. Si on fait du cisaillement, justement là, vous avez deux exemples de cisaillement. Donc ici, on a une plaque. Donc là, on a une plaque, on encastre ce bas, oui. Le matériau isotrope, c'est la même que le matériau homogène. Bien, il y a une différence. Non, j'ai dit isotrope, on a le même comportement quelle que soit la direction. Oui. C'est-à-dire, je prends un matériau isotrope, je fais un essai de traction dans cette direction, je trouve, en traçant la courbe de traction, je trouve des propriétés mécaniques E et nu. Oui. Ok. Et de là, Je fais un autre essai dans cette direction, je trouve les mêmes paramètres, E et nu. Et donc, même si je change de direction d'application de force et je redessine la nouvelle courbe de traction, je vais toujours trouver les mêmes propriétés. Donc c'est un matériau qui a les mêmes propriétés quelle que soit la direction d'application du chargement. Un matériau homogène, il a le même comportement en tout point. En tout point, c'est pas confondre point et direction. On a les mêmes propriétés mécaniques. En tout point, on a les mêmes propriétés. J'ai dit, si je reprends mon exemple de composite, un composite, par exemple, je vous ai expliqué, je vous ai donné l'exemple des matériaux qu'on utilise dans les avions, les matériaux à sandwich. Voilà, où on a du nid d'abeille, une couche de nid d'abeille, et entre la couche de nid d'abeille, on a des fibres en carbone. Vous voyez bien, si je prends un point appartenant à cette partie, je vais avoir des propriétés. Un point appartenant à la partie de l'abeille, je change de propriété. Donc
Donc ce n'est pas homogène. Et Donc je reviens au cas de l'essai de cisaillement. L'essai de cisaillement, je prends une plaque et la plaque, j'encastre ce bord et on ce point j'applique une force. C'est un essai de cisaillement et on se place dans le cadre des petites déformations. C'est-à-dire ce que je vous ai expliqué la dernière fois, dans le cadre des petites déformations, le cisaillement va juste changer l'orientation des segments. Il n'y aura pas de modification des dimensions. Donc là c'est exagéré parce que mathématiquement, si on regarde cette figure, cette dimension, impossible qu'elle soit égale à celle-ci. C'est juste une explication pour vous. Mais en général, en petite déformation, ça est égal à ça. C'est juste que ce segment a fait une rotation de θ. Et donc, si on fait... Donc ici, on a la contrainte du cisaillement, sigma cisaillement, qu'on peut aussi appeler tau. Et la contrainte de cisaillement sigma ou tau est liée à la déformation. Ici, la déformation, c'est θ. On vient de dire que pour un essai de traction, lorsqu'on a une couvette et on applique deux forces de flexion de part et d'autre, la relation qui relie contrainte de déformation, c'est que le sigma est égal à E epsilon. Et le paramètre mécanique, c'est E. Est-ce que c'est le même paramètre ici pour l'essai de cisaillement? Non. Ici, c'est G. Donc ici, la loi de comportement, l'équivalent de ça, ce n'est valable que pour de la traction ou de la compression. Oui. On n'a pas le droit d'appliquer cette loi pour du cisaillement ou pour de la flexion. Ce n'est valable, je répète, que pour de la traction ou de la compression. Pour du cisaillement, la loi de comportement s'écrit la contrainte de cisaillement est égale à G fois la déformation de cisaillement, θ qui est égal à, c'est cet angle qui est égal à δx sur H. Ok? Et donc, G, c'est le module de cisaillement qu'on peut déduire pour un matériau isotrope, on peut le déduire à partir de E et de nu. G est égal à E sur 2 facteurs de 1 plus nu. Ok? Donc pour cela, je vous ai dit que pour définir le comportement mécanique d'un matériau, quel que soit l'essai qu'on va réaliser sur la structure, que ce soit l'essai de cisaillement, de flexion ou de traction, il suffit de renseigner 2 paramètres. Parce que les 3 paramètres principaux, qui sont E, nu et G, sont liés par cette relation. Il suffit de connaître 2 paramètres pour déduire le troisième. Donc dans un logiciel, renseigner E et nu, c'est simple, parce que le logiciel, il a cette formule qui est implémentée dans le logiciel, donc il va déduire G. Maintenant, on vient de voir 2 lois de comportement. On vient de voir la première loi de comportement pour un essai de flexion, sigma, l'essai de traction, excusez-moi, sigma est égal à E epsilon. Ça, c'est pour la traction. La traction génère quel type de contrainte et quel type de déformation? Normale. D'accord. Et la deuxième loi pour le cisaillement. Tau cisaillement est égal à G fois epsilon cisaillement. Si vous voulez, θ. Donc ça, c'est normal, contrainte normale ou loi normale, et ça, c'est cisaillement. Sauf lorsqu'on fait l'étude d'un problème, dans le cas général, généraliste, d'un problème tridimensionnel. Dans le problème tridimensionnel, on a un point donné d'une structure modélisée en 3D. On peut avoir 3 contraintes normales, sigma 1, 2, 2, 3, 3, et 3 contraintes de cisaillement. Vous êtes d'accord? Et donc on peut avoir combien d'équations de ce type? 6. Ah, plus que ça, parce qu'on peut combiner les contraintes normales avec les contraintes du cisaillement. Nous, maximum, on a combien de déformations? Maximum, on a 6. 3 normales et 3 cisaillements. On stocke ensemble dans le tenseur de déformation. Et maximum, on a combien de contraintes?
Pareil, 6 qu'on stocke ensemble dans le tenseur des contraintes. Et justement, les déformations sont liées aux contraintes. Toutes les déformations sont liées à toutes les contraintes. Et on cherche cette relation entre les deux dans le cas général. Dans le cas particulier d'une traction simple, on a ça. Dans le cas particulier du cisaillement simple, on a ça. Mais l'objectif, c'est relier ça à ça. Le cas général. Une loi qui relie toutes les contraintes à toutes les déformations. Cette loi qui relie toutes les contraintes à toutes les déformations, on l'appelle loi de Hooke généralisée. Il y a la loi de Hooke simple, sigma est égal à epsilon. Et puis, il y a la loi de Hooke généralisée. La loi de Hooke généralisée, s'écrit sous cette forme, le tenseur des contraintes La loi de Hooke généralisée s'écrit sous cette forme. Le tenseur des contraintes est égal à la matrice, ou le tenseur plutôt, le tenseur des rigidités fois le tenseur des déformations. On peut écrire la même loi, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est une déformation en fonction des contraintes. Donc, du coup, il faut inverser le tenseur des rigidités. L'inverse de rigidité, le terme qui signifie inverse de rigidité, c'est souplesse. Et donc, dans l'autre sens, la loi de comportement s'écrit le tenseur des déformations est égal à S, S comme souplesse, c'est le tenseur des souplesses fois le tenseur des contraintes. Maintenant, le tenseur des rigidités et le tenseur des souplesses, l'un est l'inverse de l'autre, on est bien d'accord. Si on laisse la loi de comportement sous cette forme matricielle, parce que ici on a une matrice on l'appelle en termes tensoriels tenseur d'ordre 2. Ça devient compliqué mathématiquement d'exploiter ces lois. Et du coup, puisque dans chaque matrice, que ce soit la matrice des contraintes ou la matrice des déformations, il y a combien de composantes indépendantes? 6. Si on regarde la composition du tenseur des déformations, on voit bien qu'on a 6 composantes indépendantes, les 3 déformations normales et les 3 de cisaillement. Et la même chose pour les contraintes. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier ces écritures? Pour simplifier ces écritures, on va sortir ces composantes, on va les stocker, on va les mettre dans un vecteur. Okay? On va commencer tout d'abord un vecteur de taille combien? Donc ça va être un vecteur de taille 6, qui a 6 composantes. Les 3 premières composantes, on va mettre les 3 déformations planes. Epsilon 1, 1, 2, 2, 3, 3. Suivi après des 3 déformations de cisaillement. 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Et on fait la même chose pour les contraintes. On les stocke dans un vecteur. On commence par un vecteur de taille 6. On commence par mettre d'abord les 3 contraintes normales, suivi des 3 contraintes de cisaillement. Et cette loi, du coup, on peut l'écrire d'une autre façon. Au lieu de travailler avec des matrices, ça va être un vecteur qui contient toutes les contraintes, égal à une matrice de rigidité, qu'on note C, fois le vecteur qui contient toutes les déformations. Okay? C'est quoi la taille de vecteur sigma qui contient toutes les contraintes? 6. La taille du vecteur de déformation? 6 aussi. Et donc la taille de matrice de rigidité? 6. Si on fait dans l'autre sens, on donne les déformations en fonction des contraintes, c'est-à-dire ça. Dans l'autre sens, donc ça va être epsilon est égal à quoi? Matrice des souplesses S fois sigma, tout simplement. Et donc là vous avez l'expression du vecteur qui contient toutes les contraintes, l'expression du vecteur qui contient toutes les déformations, et par la suite, on va essayer de trouver, dans le cas d'un matériau isotrope et homogène, la matrice de souplesse ou la matrice de rigidité. Ok? La matrice de taille 6,6.
Dans le cas où le comportement du matériau est isotrope et homogène. Isotrope, même comportement quelle que soit la direction. Homogène, même propriété en tout point. La loi de comportement qui relie la matrice des déformations à la matrice des contraintes s'écrit sous cette forme. La matrice des déformations est égale à 1 plus nu sur E. La matrice des contraintes, moins nu sur E. La trace, vous savez ce que c'est la trace? C'est la somme des termes qui sont sur la diagonale de la matrice. Ouais. La trace de la matrice des contraintes fois le tenseur identité. Le tenseur identité, ou la matrice identité, hein. Oui. C'est une matrice, il y a juste 1 sur la diagonale. Comment? Donc ça, c'est la bonne boucle en 3D. Maintenant, comment on peut déduire la matrice de souplesse à partir de cette la matrice de T6. Regardez. Cette loi, l'objectif se trouvait à partir de cette écriture, notre loi de comportement qui relie le vecteur où on stocke toutes les déformations de taille 6 au vecteur où on stocke toutes les contraintes de taille 6. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a la matrice des souplesses. Et on cherche à connaître la matrice des souplesses. Donc ici, sigma est égal à quoi? La matrice des déformations. Epsilon x epsilon. C'est ça, vous êtes d'accord? Ouais. Donc on a epsilon 1, 1, epsilon 2, 2, epsilon 3, 3, epsilon 1, 2, epsilon 1, 3, epsilon 2, 3 est égal à quoi? 1 plus nu sur E fois sigma. Sigma, c'est le tenseur des contraintes avec ses composants 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, plus, plutôt, on a un moins nu sur E, fois quoi? Fois Sigma 1, 1 fois. Plus trace de sigma, ça fait quoi? Sigma 1, 1, plus sigma 2, 2, plus sigma 3, 3, fois et 3. Fois 1, la matrice identité. 1, ça signifie la matrice identité. Et 3. Quoi la matrice de souplesse? Et l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à trouver la matrice des souplesses. La matrice des souplesses, j'ai dit, là, si on passe à l'autre écriture, on va mettre toutes les déformations ensemble dans un vecteur. On a epsilon 1, 1, epsilon 2, 2, epsilon 3, 3, epsilon 1, 2, epsilon 1, 3 et epsilon 2, 3. C'est égal à une matrice. C'est 1. Comment on note cette matrice? Regardez, on la note S. Ouais. Donc ça, c'est la matrice S de taille 6, 6 fois le vecteur qui contient toutes les contraintes. Sigma 1, 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, sigma 1, 2, sigma 1, 3 et sigma 2, 3. 2, 3. Ok, il faut trouver cette matrice de taille 6, 6. Ouais. Ce qu'on est en train de faire. Je commence par, regardez, sigma 1, 1 est égal à quoi sigma 1, 1? Il faut plutôt epsilon 1, 1. Epsilon 1, 1 est égal à 1 plus nu sur E fois sigma 1, 1, vous êtes d'accord? Oui. Après, ici je vais avoir quoi? Moins nu sur E, sigma 1, 1 plus sigma 2, 2 plus sigma 3, 3. Et du coup, je peux simplifier par quoi? Je peux simplifier, donc si je développe le calcul, ça va me donner sigma 1, 1 sur E, Moins nu sur moins nu sur E, sigma 2, 2, sigma 3. sigma 2, 2, moins nu sur E,
sigma 3, 3. C'est bon ou pas? Donc je viens ici dans mon système et je remplis. Donc ça va nous donner quoi? Epsilon 1, 1 est égal, donc ça va être donné par le produit entre la première ligne de la matrice et le vecteur qui contient toutes les contraintes. C'est d'accord? Donc ici, je vais mettre quoi? 1 sur E, la deuxième composante. Moins nu sur E. Moins nu sur E, la troisième composante. Moins nu sur E. Moins nu sur E, et après ici. 0, 0. 0, 0, 0. C'est des maths, je ne fais pas des maths. Je passe à epsilon de 2. Epsilon de 2, je prends la composante de 2 de ce système, vous êtes d'accord? Ouais. Epsilon de 2 va être égal à quoi? 1 plus nu sur E. 1 plus nu sur E fois sigma de 2. Moins tout ça, ça ne change pas, c'est bon ou pas? Du coup, ça va nous donner quoi? Sigma de 2 sur E. Ici, sigma de 2 sur E, ici, Sigma 1. moins nu sur E, sigma 1, et là c'est bon. C'est-à-dire, la deuxième ligne, ici, moins nu sur E, 1 sur E. 1 sur E, moins nu sur E, 0, 0, 0. Allez, on fait vite pour avancer. Je ne veux pas revenir. Moins nu sur E. Moins nu sur E. Moins 1 sur E. Moins nu sur E, moins nu sur E, Moins 1 sur E. et 1 sur E. 1 sur E. Elle est symétrique. Ouais. 0, 0, 0. 0. Maintenant, on passe aux composants de cisaillement. 0, 0. On passe au cisaillement. Epsilon 1,2 est égal à quoi, Epsilon 1,2? À quoi est égal Epsilon 1,2? 1 plus nu sur E, sigma 1, 2. 1 plus nu sur E fois Sigma 1, 2. sigma 1,2, le reste c'est La même chose. 0. Or, ça, G est égal à quoi? G est le module de cisaillement. Parce que epsilon 1,2 représente la déformation de cisaillement. Et sigma 1,2 la déformation du cisaillement dans le plan 1,2. Or, G est égal à E sur 2 facteur de 1 plus nu. Et donc, ça fait 1 sur 2G. Ouais. Donc ça nous fait sigma 1,2 sur 2G. Et donc ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? 1 sur 2. 1 sur 2G. La quatrième ligne, 0, 0, 0, 1 sur 2G, 0, 0. Si vous avez compris, la déformation 1,3 est liée à sigma 1,3, c'est bon ou pas? Les composantes de la cinquième ligne. 0, 0, 0, 1, 0, 1 sur 2G et 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 sur 2G. Et là, vous avez votre matrice de souplesse. Oui. Là, trace. Sigma, c'est une matrice. Et la trace, c'est la somme des termes qui sont sur la diagonale de la matrice. C'est une formule mathématique. Il y a d'autres paramètres mécaniques qu'on peut utiliser à la place de E et nu. Ces paramètres, on les appelle les coefficients de Lamé. Attendez. Il y a les coefficients de Lamé. En fait, en mécanique, et pour caractériser les matériaux et leurs propriétés mécaniques, soit on utilise le coefficient de Poisson et le module de cisaillement et le module du haut, soit d'autres paramètres qu'on appelle les paramètres ou les modules de Lamé et qu'on note lambda et mu. Et donc lambda et mu, vous avez ici leurs expressions. Lambda, attendez,
lambda est égal à E fois nu sur A plus nu fois A moins 2 nu. Et mu, c'est E sur 2 facteurs de 1 plus nu. En fait, le paramètre de la mu, ce n'est que G, le module de cisaillement. Parce qu'on a la même définition. Donc, soit on travaille avec les paramètres de la soit avec E et nu. Mais quel que soit le système, paramètres de la ou du Young et coefficient croissant, normalement on a le même comportement. Cette loi, oui. Pourquoi on a mis 1 sur 2G? Faites les maths. Oui, c'est 1 sur G. Sur le site, c'est bon. Sur le PDF, c'est Dans le PDF de cours, ça. Parce que dans le PDF du cours, j'ai mis gamma. Et gamma, c'est 2 fois epsilon. C'est pas epsilon. J'ai changé la gamma, c'est 2 fois epsilon. Parce que gamma, si je reviens à la démonstration qui explique les angles, gamma, c'est 2 epsilon. Parce que l'epsilon, lorsque je vous ai fait la démonstration de epsilon, là c'est par exemple, là c'est gamma x, là c'est gamma y. Epsilon c'est quoi? C'est gamma x plus gamma y sur 2. Et ça, c'est gamma x y, tout simplement. Un petit exercice avant de passer à la méthode des éléments finis et donc à clôturer ce chapitre. Un petit exercice que j'improvise, il n'est pas dans le poly. Suivez les silences s'il vous plaît. Pour l'exercice, supposons qu'on a une poutre de section circulaire de longueur L0, A0. On lui applique de part et d'autre, de ces deux extrémités, une force F. Donc la poutre a ses déformes, trouvées en fonction des secondes. Trouver en fonction des données du problème toutes les déformations. C'est un essai de traction simple. Sur une poutre de section circulaire constante, égale à 0, on lui applique de part et d'autre une force F et on cherche à trouver toutes les déformations. Toutes les déformations, on va voir. Donc, on va travailler dans ce repère pour simplifier le problème. On introduit un repère dans lequel on va faire l'étude. Le repère, c'est le repère E1. Donc ça, c'est E1 qui porte l'axe du cylindre. On va dire, ça c'est E2. Et ça, c'est E3. Le matériau, là c'est une hypothèse essentielle à connaître, le matériau de la poutre est considéré
homogène et isotrope caractérisé par E et nu. Donc notre matériau, il est défini avec les deux paramètres E et nu. Bon, l'objectif c'est de trouver toutes ces déformations. Il n'y a pas. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire la loi de comportement qui implique la matrice des souplesses, écrire ça. Après, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît en fait les propriétés mécaniques. Donc on a E, on a nu, et on connaît aussi G. Parce que G est égal à quoi? E sur 2 facteur de 1 plus E. Et on connaît aussi toutes les contraintes. Tout ça, on le connaît. Pourquoi? Parce que dans ce repère, regardez ce qu'on applique. On applique une seule force F portée par E1. Ce qui génère une seule contrainte, c'est sigma 1,1 qui est égal à F sur 1,0. Toutes les autres contraintes sont nulles. Tout ça, c'est égal à 0. Et donc, en appliquant la loi de comportement, on va déduire tout simplement toutes les déformations. Donc la première ligne nous donne quoi? On a epsilon 1 est égal à quoi? 1 sur 1 sur E fois sigma 1, 1, F sur A0. Donc vous voyez bien, on trouve la loi de Hooke classique. C'est-à-dire là, c'est sigma 1 sur E, c'est ça hein? C'est comme si, entre parenthèses, on avait sigma 1 est égal à E fois epsilon 1 pour un essai de traction, ce qui est c'est la loi de Hooke classique. Après, la deuxième ligne nous donne quoi? Epsilon 2,2 les gars. Epsilon 2,2 1 sur Moins nu moins nu sur E fois F sur A0. C'est-à-dire, vous voyez bien, justement, F sur A0 représente quoi? F sur A0, Epsilon 1,1. Sigma. plutôt, plutôt, C'est la loi du pourcent. Ah, il y a l'epsilon transversal. F, regardez, On ne voit pas. Monsieur, vous pouvez écrire en gros cette ligne. oui. On a epsilon 2,2 à partir de la deuxième ligne qui est égal à moins nu sur E, F sur 1-0. A0. Merci. Ça représente quoi? Ça représente epsilon 1,1, c'est d'accord? Oui, oui. Donc on obtient epsilon de 2 est égal à moins nu, ou encore nu est égal à moins epsilon de 2 sur epsilon 1,1. On retrouve exactement la définition du coefficient de Poisson. La définition du coefficient de Poisson, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est la déformation dans la direction transversale sur la déformation dans la direction longitudinale, avec un signe moins. C'est ce qu'on retrouve. La troisième déformation, c'est epsilon 3,3, qui est égal à quoi? Moins nu epsilon Qui va être exactement égal à epsilon Le 2, oui. ce qui est normal, Égal moins nu epsilon est égal moins nu sur E, F sur A0. Donc ça vous montre l'importance de cette loi qui nous permet de trouver toutes les déformations lorsqu'on est en 3D. Chose qu'on ne peut pas avoir si on a des modèles de type barre ou de type poutre en 1D. Ça, c'est le cas le plus simple en 3D. C'est-à-dire là,
Je vous fais juste une introduction à la mécanique des milieux contenus, sachant que j'ai introduit dans le programme un cours de mécanique des milieux contenus. Et normalement, dans le cours de mécanique des milieux contenus, vous voyez cette loi de comportement pour un matériau isotrope, et vous voyez aussi d'autres lois de comportement pour des matériaux qui ne sont pas isotropes. Cette loi de comportement, j'ai dit, c'est pour un matériau isotrope. Mais si on prend le cas du bois, ce n'est pas un matériau isotrope. Le bois, voilà, il n'a pas le même comportement quelle que soit la direction, parce que si on prend un bois massif, un tronçon de bois massif, on va voir que déjà le bois est composé de fibres, et ce n'est pas les mêmes fibres partout. Déjà, lorsqu'on fait une coupe d'un tronçon, on voit un changement de couleur. Le bois est orthotrope. Le bois, il est orthotrope, et dans un repère tridimensionnel, le bois est caractérisé par 3 modules du Hooke, 3 coefficients de Poisson et 3 modules de cisaillement. C'est-à-dire, ici, on n'a pas les mêmes 3 modules du Hooke. Et on aura E1, E2 et E3. Et on aura 3 coefficients de Poisson et 3 modules de cisaillement. Et donc, pour un matériau orthotrope, il y a une autre loi à écrire. Ça marche, et ça, c'est vrai que pour un isotrope, tous les métaux. Le bois, la forme, elle ne change pas. Ce qui change, c'est les composantes de la matrice de souplesse. Ou la matrice de rigidité, qui est l'inverse de la matrice de souplesse. Enfin... Mais il est considéré homogène, non? Il est considéré comme homogène. Le bois. Oui. Oui. Homogène, c'est en tout point, on a les mêmes propriétés. Mais c'est différents fibres. Oui, mais ça tient pas. La dernière remarque avant de passer au chapitre sur les éléments finis, c'est lorsqu'on a une déformation d'origine thermique. Si vous faites l'étude de la résistance au feu, par exemple, forcément, il faut connaître cette loi. Elle n'est pas très compliquée. Donc, la dernière chose à voir dans ce chapitre, c'est l'effet de la température sur une structure déformable élastique. Supposons qu'on a une température initiale T0 d'une pièce donnée, d'une structure donnée. Qu'est-ce qu'on fait? On chauffe la pièce. Je chauffe la pièce et cette température T0 de façon homogène. Je fais le cas simple. Passe de T0 à T. Donc la pièce change de température. Je passe de T0 à T. Donc j'ai une variation de température de delta T. Delta T, c'est la température finale moins la température initiale. T moins T0. Automatiquement, sous l'effet de ce changement de température, la pièce va se déformer. Et donc, on a une déformation d'origine thermique. Il y a deux types de déformation. Il y a la déformation d'origine mécanique. Et la déformation d'origine mécanique, en fait, est liée à l'application d'une excitation mécanique, force, pression, etc. La déformation d'origine thermique est liée à ce changement de température. Et donc, pareil, lorsqu'on a un changement de température, ça nous donne des déformations, et on peut avoir des déformations normales et des déformations de cisaillement qu'on stocke ensemble dans le tenseur des déformations. Et le tenseur des déformations d'origine thermique est égal à alpha fois delta t fois la matrice identité.
Alpha, c'est quoi? C'est le coefficient de dilatation thermique. Et delta T, c'est la variation de température, et ça, c'est le tenseur identité. Pour un matériau homogène, ça s'applique que pour un matériau homogène isotrope, c'est-à-dire qu'on a le même comportement dans toutes les directions. Donc, pour un matériau homogène, qu'est-ce qu'on remarque? Que la dilatation thermique est la même 1,9 dans toutes les directions, et lorsqu'on chauffe, il n'y a pas de cisaillement, il y a de la dilatation, mais il n'y a pas de cisaillement. Vous voyez bien, parce que dans 1, il y a quoi? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc est-ce qu'il y a du cisaillement? Non. Donc une dilatation, lorsqu'on chauffe un matériau homogène isotrope, il y a juste la dilatation dans les trois directions et qui est la même. Ça se dilate de la même façon dans les trois directions et il n'y a pas de cisaillement. Maintenant, donc ça c'est la loi de comportement d'origine thermique. Dans une même pièce, sur la même structure, je peux avoir une combinaison mécanique et thermique. Je peux avoir les deux. C'est-à-dire, j'applique une force et en même temps je chauffe. Force plus chauffe. Donc là, comment on calcule les déformations? La somme des deux. La somme des deux. Donc la déformation totale, epsilon, c'est égal à la somme des deux. C'est égal Epsilon mécanique. epsilon mécanique plus epsilon d'origine thermique. Epsilon mécanique, c'est la loi de Hooke qu'on vient de voir, avec gain E et nu, les deux paramètres mécaniques. Et thermique, c'est ça, ce qu'on vient d'écrire. On fait la somme des deux. Voilà, on finit avec cette loi, ce premier chapitre introductif, et on passe à la méthode des éléments finis, qui est l'objectif de ce cours. C'est de vous apprendre la méthode des éléments finis. Donc on passe au chapitre 2.